Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau petit déjeuner heure légale organisé par Philippe & Partners en collaboration avec Lexing Belgium et le groupe Larcier. Aujourd'hui, Fanny Coton et moi-même allons vous parler de la facturation électronique. Alors, comme à notre habitude, nous avons divisé le sujet en 4 questions. La première question, La première question, donc, les avantages concrets de la facturation électronique. Ensuite, nous analyserons comment émettre de manière valable une facturation électronique, une facture électronique. Puis troisièmement, Fanny passera de l'autre côté du miroir avec le point de vue du client, comment recevoir, traiter et payer la facture électronique. Et puis dernièrement, finalement, la question de l'archivage, ou comment, pendant combien de temps, conserver la facture. Alors on commence tout de suite avec la première question, les avantages concrets de la facture électronique et une mise en situation. Monsieur Construitout, qui est gérant d'une petite PME, qui est entrepreneur, qui a toujours fonctionné avec la facture papier et qui songe à passer à la facturation électronique. Alors pourquoi Monsieur Construitout devrait-il passer à la facture électronique? Bien, plusieurs raisons, et la plus fondamentale, c'est la raison du faible coût. Ici, tout d'abord, la question de savoir qu'est-ce qu'une facture électronique. Petite définition préalable, facture électronique, c'est simplement la facture qui a été émise par M. Construitout de manière électronique et transmise également de manière électronique, réceptionnée de manière électronique par le client. Alors pourquoi donc M. Construitout devrait-il passer à la facture électronique? Donc, la raison fondamentale, c'est une diminution des coûts. La facture électronique permet une accélération du processus, de la gestion de la facture. Ça permet également une libération de l'espace du fait de la disparition des classeurs. Et donc, on est dans une réduction des coûts, une économie importante, puisqu'on peut aller jusqu'à 70% selon le taux d'automatisation, le niveau d'automatisation de la facturation électronique. Il faut savoir que en Belgique, on estime que le passage de la facture papier en général à la facture électronique entraînerait une diminution des charges administratives de l'ordre de 3,5 milliards d'euros. Donc on voit qu'on est dans des montants importants, ça n'a rien d'anecdotique. À côté de ces économies réalisées par l'entreprise, on peut également citer l'impact écologique par M. Construitout, du fait de la disparition du papier, de la diminution de l'usage du papier, et puis finalement, il faut bien le signaler, une adaptation nécessaire par M. Construitout au paysage technologique qu'on connaît. L'Union européenne estime que d'ici l'horizon 2020, la facturation électronique sera de l'ordre de 50% dans l'Union européenne, un usage de 50%. Le courrier papier a laissé place au courrier électronique. De même, les chèques bancaires ont laissé place au virement bancaire. Il ne fait pas de doute qu'on va aller vers une digitalisation importante de la facturation de la facture papier. Alors, un inconvénient qu'on peut quand même signaler, c'est le fait que la facture doit être conservée sur une période relativement assez longue, même 7 ans. Fanny vous en reparlera. Donc, pour M. Construitout, il y a toujours la hantise évidemment du bug informatique qui entraîne une perte des données s'il n'y a pas eu de backup ou des mauvais backups. Également le risque de l'obsolescence des programmes, un programme que vous auriez utilisé pour éditer votre facture qui ne pourrait plus être utilisé par la suite pour l'ouvrir et qui pourrait créer des difficultés face à l'administration. Je continue donc ma présentation. Jean-François ? Et pose la question suivante, comment émettre une facture électronique valable? Alors, Monsieur Construitout n'a pas d'obligation en tant que telle de facturer de manière électronique. Évidemment, c'est une possibilité, on tend vers ça, mais il n'y a encore aucune obligation légale. De même, M. Construitout n'a pas à entamer de démarche particulière auprès de l'administration pour pouvoir facturer de manière électronique. J'ajoute qu'il est possible pour M. Construitout d'émettre des factures électroniques à certains de ses clients et des factures papier à d'autres.
et qu'il lui est également possible d'émettre des factures électroniques face à des clients consommateurs. Il n'y a pas de règle particulière pour le B2C. Je continue donc à présent et signale que M. Construitout doit prendre en considération deux interlocuteurs quand il émet des factures électroniques. D'une part, le client auquel il adresse les factures et d'autre part, l'administration fiscale. Et je commence avec l'administration fiscale. Une bonne nouvelle pour M. Construitout, depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que la facture papier équivaut à la facture électronique. Les règles applicables en la matière sont parfaitement identiques, quel que soit le type de facture. Alors, je continue. Monsieur Construitout va donc avoir trois exigences qui vont s'appliquer à ces factures électroniques, qui s'appliquent aussi aux factures papier, je le répète. Quelles sont ces trois exigences? Première exigence, c'est l'authenticité de l'origine. Il faut donc que M. Construitout puisse démontrer qu'il est à l'origine de l'envoi de la facture, ou s'il a fait appel à un tiers, s'il a fait appel à un fournisseur de services pour la gestion de ces factures, que c'est bien ce fournisseur de services qui a adressé la facture au client. Puis ensuite, à côté de cette exigence d'authenticité de l'origine, aussi une exigence d'intégrité du contenu. M. Construitout doit pouvoir donner l'assurance que le contenu de sa facture électronique n'a pas été modifié suite à sa rédaction. Et puis finalement, une exigence de lisibilité. Un document lisible, c'est un document qui peut être lu. Dans le cadre de la facture électronique, ça signifie que M. Construitout doit pouvoir adresser, dans un délai raisonnable, après demande, la facture sur un format électronique qui puisse être lisible, que ce soit par le client ou par l'administration. Alors, on a donc trois exigences. Ces exigences, il n'y a pas de mesures techniques qui soient imposées par la loi pour assurer le respect de ces exigences. Aucune mesure technique qui soit légalement imposée. Il y a encore des moyens techniques qui sont prévus dans la directive, avec d'une part la signature électronique, d'autre part l'échange de données informatisées. Ce sont des mesures qui sont données à titre purement exemplatif, qui ne s'imposent pas donc à M. Construitout. Et puis je signale le code de conduite e-invoicing qui a été mis en place en Belgique par l'Association pour la simplification administrative. Qu'en est-il? Il s'agit simplement d'une compilation de principes en vertu desquels M. Construitout s'engage à promouvoir de manière responsable la facturation électronique auprès de ses clients consommateurs. Alors je continue et vous signale donc que le respect de ces trois exigences s'impose à M. Construitout, donc authenticité de l'origine, intégrité du contenu et lisibilité, mais s'impose également à son client. M. Construitout et son client peuvent gérer leurs affaires chacun de leur côté, si je puis dire, ou au contraire, s'ils sont amenés à travailler ensemble dans la durée, à collaborer, notamment par l'utilisation de logiciels communs. Alors je passe au dia suivant. On a vu donc trois exigences particulières légalement imposées. Maintenant, concrètement, M. Construitout décide de passer à la facturation électronique. Est-ce qu'il peut ajouter, est-ce qu'il peut insérer sa facture dans le corps de son email? Bon, mal lui en prendrait, tout simplement parce que premièrement, ça ne le fait pas trop d'un point de vue professionnel vis-à-vis du client. Et puis, un email, c'est un support qui peut être facilement modifiable. On voit bien qu'au niveau du respect de l'intégrité du contenu, ça pose déjà problème. C'est une problématique qui pourra être solutionnée par l'utilisation d'une signature électronique qui, elle, assurera l'intégrité du contenu. Non, M. Construitout sera donc mieux inspiré, s'il décide de fonctionner par email, de joindre sa facture sous un format PDF. L'envoi de facture par email est un système relativement basique qui a le mérite d'être gratuit et de ne pas nécessiter une mise en place d'une gestion particulière. Je vous parlais donc de signature électronique, excusez-moi. Cette signature électronique va permettre à M. Construitout d'assurer à l'administration, au client, que le contenu de la facture n'a pas été modifié. J'ajoute que la facture électronique peut s'appliquer à différents supports, à différents formats, que ce soit du PDF, du JPEG, du HTML, tout est possible.
Alors, on va pouvoir aller... Oui. Si M. Construitout décide de fonctionner avec la signature électronique, il prendra probablement contact avec un prestataire de certification afin de fonctionner avec une signature électronique qualifiée. Alors je vous disais, je passe à la dia suivante, je vous disais donc que M. Construitout peut adresser ses factures électroniques par email. Pas seulement, il peut également mettre à disposition ses factures, encoder ses factures électroniques sur un portail web en faisant appel à un fournisseur de portail web. C'est une solution qui est également relativement peu coûteuse. De manière générale, il peut également faire appel à un fournisseur de services dont les prestations peuvent dépendre. Ça peut aller de la gestion complète du cycle de la facture au simple archivage, à l'envoi de la facture ou au scan intelligent des factures. Et puis finalement, une troisième solution, mais qui ne s'appliquera probablement pas à M. Construitout, du fait qu'elle est assez coûteuse. Il s'agit de l'envoi de factures de logiciel à logiciel, l'échange de données informatisées, je vous le disais. Ça consiste simplement en l'envoi de données standardisées d'une machine vers une machine sans implication humaine aucune. C'est une solution qui est assez coûteuse, ces logiciels sont coûteux, ça n'a de sens que pour les grosses structures qui ont un travail de gestion important, un travail de gestion des stocks plus important donc. Je passe au dia suivant. Je vous ai parlé de solutions techniques, notamment la signature électronique dans le cadre de M. Construitout. Attention que cela ne dispense pas M. Construitout de pouvoir démontrer la réalité des prestations effectuées et facturées. Comment va-t-il s'y prendre? Conformément à la loi, il va pouvoir démontrer la réalité de ces prestations par un contrôle de gestion qui démontre une piste d'audit fiable. Je passe à la dia suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une piste d'audit fiable? Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle de gestion qui établit une piste d'audit fiable? Ça signifie simplement que M. Construitout va devoir s'assurer un flux documenté, va devoir s'assurer la conservation de l'ensemble des documents qui vont jalonner sa prestation, du début avec le contrat, avec le bon commande, jusqu'à la fin avec l'enregistrement de la facture dans sa comptabilité, avec les extraits de compte des derniers virements. Un système classique de gestion, de contrôle de gestion, c'est le système de matching. Vous montrez simplement que les données qui sont reprises sur votre facture sont identiques à celles reprises dans votre différentes pièces justificatives, les prestations, les prix, le fait que tout colle. Et donc, on a vu M. Construitout, on peut passer à la dia suivante, que M. Construitout donc, a fait le choix d'une certaine méthode de facturation. Maintenant, vis-à-vis du client, comment est-ce que ça se passe? Je vous ai parlé de l'égalité entre la facture électronique et la facture papier. Je ne vous ai pas menti, par contre, il y a une exception importante, c'est que si M. Construitout décide d'adresser sa facture sous format électronique à son client, il doit s'assurer l'acceptation, l'accord de ce client. Cet accord peut toutefois être implicite du simple fait du paiement volontaire de la facture. Maintenant, M. Construitout aura probablement à cœur d'éviter des mauvaises surprises en s'assurant l'accord préalable de son client, comment? Via une clause contractuelle, via des conditions générales, et puis finalement, pour les clients avec lesquels il fonctionne depuis plusieurs années sous format papier, en adressant à ceux-ci un courrier circonstancié, les prévenant qu'à moins d'opposition, les factures seraient dorénavant adressées de manière électronique. Alors donc, M. Construitout peut également adresser ses factures électroniques à un client public dans le cadre d'un marché public. On sait toutefois que le dialogue avec l'administration pourra s'avérer plus compliqué. Je signale qu'une directive européenne a été récemment adoptée en vue de promouvoir la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, et cette directive européenne prévoit l'élaboration d'une future norme pour la facturation électronique dans les marchés publics. On n'y est pas encore, on aura toutefois un modèle. Il faut savoir que la directive est à adopter, est à transposer dans les États membres pour l'horizon 2018. Et donc je continue et j'en termine. M. Construitout
a fait le choix d'un type de facture électronique. Monsieur Construitout s'est assuré l'accord de son client. Maintenant, comment est-ce qu'il peut s'assurer que la facture a effectivement été réceptionnée, adressée à son client? Eh bien, c'est encore plus simple qu'avec la facture papier. S'il l'envoie par email, comme je vous en parlais, il peut simplement s'assurer la réception d'un accusé de réception. Et puis, s'il décide, au contraire, de la mettre à disposition sur un portail web, il peut simplement s'assurer que la facture est mise à disposition pendant une période, un délai raisonnable, 2 mois selon l'administration, et puis il enverra également un petit email de notification avec un accusé de réception. On passe à présent au point de vue du client, et je cède la parole à Fanny. Merci. Donc, vous êtes vous-même professionnel et vous recevez déjà de nombreuses factures électroniques et vous recevez une facture électronique envoyée par Monsieur Construitout alors que vous n'aviez jamais parlé de ce point-là avec lui auparavant. Donc, est-ce que vous êtes obligé de l'accepter, cette facture électronique, et d'accepter ce mode de fonctionnement? Bien, Maxime vous l'a expliqué, pas du tout. Il faut l'accord du client, normalement l'accord explicite. Et vous pouvez donc tout à fait contester la réception de cette facture et exiger une facture papier lorsque c'est la première fois, évidemment. Parce que si vous avez déjà reçu cette facture cette facture électronique et que vous l'avez payée sans commentaire, eh bien, Monsieur Construitout pourra, pour les factures suivantes, se prévaloir de votre accord tacite. Toutefois, le but de notre exposé ici est de lever tous les doutes que vous pourriez avoir sur la facturation électronique, et donc nous sommes là pour vous expliquer qu'il n'y a pas de raison de refuser de réceptionner non plus des factures électroniques, que ça va dans le sens des avantages pour votre société. Et donc vous recevez cette facture de Monsieur Construitout et, d'une part, vous pourriez la contester parce que vous n'avez jamais parlé de la recevoir par forme électronique, parce qu'elle ne répond pas, selon vous, aux 3 exigences prévues par la loi, authenticité, intégrité, lisibilité, et on va le voir, vous êtes autant responsable que Monsieur Construitout vis-à-vis de l'administration du fait que cette facture soit bien conforme, ou alors, plus simplement, vous souhaitez contester cette facture parce que son contenu ne vous convient pas, comme ça a toujours été le cas, les prestations, vous contestez leur réalité ou le montant qui est facturé. Bien, donc, comment est-ce que vous contestez cette facture électronique? Est-ce que vous êtes obligé de répondre par mail, de répondre via le portail web? Pas du tout. La loi ne prévoit rien et vous pouvez, comme au bon vieux temps, je dirais, renvoyer cette facture par fax en la barrant de tout son long et en écrivant simplement contester. Aucune règle ne s'applique à la contestation. La seule règle droit commun, c'est de contester rapidement afin que la contestation soit recevable. C'était l'hypothèse où vous contestiez la facture. Maintenant, vous souhaitez la payer. De nouveau, est-ce que vous êtes obligé de payer cette facture via une reconnaissance des caractères, un paiement automatisé, ou via le fait que votre comptable encode ce paiement et fasse un virement électronique? De nouveau, aucune obligation. Vous pouvez très bien faire un virement papier ou alors payer cette facture en liquide. Voilà les 2 hypothèses les plus évidentes. Vous contestez la facture ou vous la payez. Maintenant, vous ne la recevez pas et on vient vous envoyer des rappels. Bien. À partir de quand est-ce que vous êtes censé avoir pris connaissance de cette facture qui vous est envoyée par format électronique? Faire un parallèle avec la situation d'une facture papier. On vous envoie une facture papier, vous laissez l'enveloppe fermée sur votre bureau ou l'enveloppe glisse derrière votre bureau et vous n'en prenez pas connaissance, eh bien, vous êtes quand même censé l'avoir reçue et l'avoir traitée. Et ce n'est pas Monsieur Construitout qui doit pâtir du fait que vous n'ayez pas pris connaissance de la facture. Eh bien, ce sera la même situation lorsqu'une facture vous est envoyée par email. Si vous n'allez pas consulter cette boîte, ou si par une mauvaise manipulation vous perdez cet email, vous l'effacez, eh bien, vous serez quand même censé avoir reçu la facture à partir de l'envoi de l'email. Si cette facture est mise en ligne sur un portail, eh bien, la règle est que vous êtes censé en avoir pris connaissance à partir du moment où elle est disponible sur le portail. Et Monsieur Construitout, on l'a vu, veillera à vous envoyer un email de notification pour vous signaler que vous devez aller la télécharger, et vous avez une telle période pour le faire. Si vous n'effectuez pas ce téléchargement et vous ne prenez pas connaissance de la facture, vous ne pourrez pas l'opposer à Monsieur Construitout, vous serez censé en avoir pris connaissance. Voilà donc le traitement immédiat de la facture électronique. On voit, on a toute latitude pour faire comme on le souhaite.
Maintenant, pour l'archivage de la facture électronique, et donc là, les règles valent à la fois pour Monsieur Construitout qui m'adresse sa facture et pour moi qui la reçois, parce que les deux entités vont se servir de cette facture dans leur comptabilité pour opérer des déductions ou autres, et donc sont soumises à un contrôle de l'administration fiscale sur l'ensemble de leur comptabilité. Les trois questions, c'est où, comment, pendant combien de temps. On fait ça à rebours. Pendant combien de temps? Eh bien, la règle, le code de TVA, c'est l'article 60, prévoit que nous devons conserver les factures pendant 7 ans. 7 ans à partir de quand? C'est à partir du 1er janvier qui suit l'année d'émission de la facture. Donc si la facture est émise en tout début d'année, ça peut aller jusqu'à 8 ans de durée de conservation. Voilà pour les règles fiscales. Maintenant, d'un point de vue civil, eh bien, vous savez que le délai de prescription de droit commun, c'est de 10 ans, et donc il est prudent de conserver 10 ans les factures, même si vous ne serez pas sanctionné vis-à-vis de l'administration fiscale, parce qu'on ne sait jamais quels sont les litiges qui peuvent naître, et donc nous vous conseillons de les conserver 10 ans. Évidemment, il y a des délais plus courts si vous travaillez dans des domaines spécifiques, mais 10 ans est le droit commun. Bon, voilà pour combien de temps maintenant. Comment devez-vous conserver ces factures? Les trois principes dont vous a parlé Maxime, authenticité, intégrité, lisibilité, valent de l'émission de la facture jusqu'à son paiement et la conservation jusqu'au bout de la durée des 7 ans et quelques. Donc vous devez aussi, en tant que récepteur de cette facture, vous assurer qu'elle conserve toutes ses qualités jusqu'à la fin. Donc sous quel format devez-vous les conserver? Eh bien, il n'y a pas de règle. Le seul principe à avoir à l'esprit, c'est que vous pouvez changer le format, parce que par exemple, vous changez de parc informatique, vous changez de logiciel et vous ne sauriez plus ouvrir à l'avenir les fichiers. Vous pouvez naturellement les modifier, mais il faut veiller à ne pas atteindre à leur intégrité, authenticité. Je m'excuse. Mais maintenant, vous allez recevoir de plus en plus de factures électroniques, mais vous continuez à recevoir des factures papier. Certains seront encore réticents, et donc vous ne pourrez pas passer à 100% facture électronique. Et donc vous allez devoir gérer deux flux d'arrivage des factures. Vous souhaiterez certainement pouvoir centraliser d'un côté ou de l'autre une comptabilité complète. Eh bien, une solution, ça serait, on imprime tout ce qu'on reçoit par électronique et on met tout, on centralise tout par papier. C'est possible. Vous verrez quand même à conserver les fichiers électroniques originaux, les imprimer simplement pour une facilité, mais à conserver les originaux. C'est possible, mais ça contrevient à tous les avantages et à l'idée qui prévaut derrière la facturation électronique, qui est de faire des coûts, notamment des coûts au point de vue des impressions. Donc ça ne va pas dans le sens d'une amélioration et de l'efficience de votre comptabilité. L'autre version, c'est de scanner les documents papier qui vont arriver chez vous et de tout conserver sous format électronique. L'avantage est que vous pourrez facilement avoir accès à cette comptabilité et donner accès à votre comptable qui serait en externe, par exemple. Donc, très facilement, vous n'aurez pas tous ces frais de duplication et de photocopie. Pour aller un pas plus loin, ce qui est intéressant, et Maxime l'a évoqué, c'est un scan intelligent qui prenne, via une reconnaissance des caractères, connaissance des éléments utiles de la facture, que ce soit le co-contractant, le montant à payer, les communications structurées, le compte, contrepartie, parce que le but de la facturation électronique, c'est bien d'encoder le moins possible manuellement, de se contenter de vérification pour éviter les erreurs humaines au niveau des chiffres, et donc ça vous évite un travail d'encodage, un travail de rectification des erreurs surtout. Et donc c'est là que se situent vraiment les économies qui peuvent être réalisées. Voilà pour la gestion sous quel format. Les deux risques par rapport au format électronique, Maxime les a évoqués, c'est l'obsolescence. Il faudra bien veiller à toujours pouvoir lire ces documents jusqu'à la fin de leur durée de conservation. Et un risque de destruction ou de perte. Et c'est sans doute celui-là qui, de premier abord, vous effraie. Comment puis-je conserver pendant 10 ans ces factures? N'y a-t-il pas de risque que j'ai un souci informatique et je perds toutes mes données? Bien, ça paraît, je comprends, inquiétant, mais
Le risque n'est pas plus grand que pour une comptabilité papier que vous mettriez à la cave. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un dégât des eaux à la cave, vous n'êtes jamais à l'abri d'une tasse de café renversée sur toute votre comptabilité, vous n'êtes jamais à l'abri d'un sinistre, d'un incendie qui pourrait se déclarer dans votre immeuble. Et donc, au contraire, par voie électronique, vous savez très facilement dupliquer et donc faire des backups de vos données, donc vous prémunir contre les risques de destruction qui pourraient se produire. Donc, on arrive à la dernière question, où est-ce qu'on peut conserver ces données? Et donc, sur votre PC, sur un serveur qui vous est propre, mais aussi en ligne. Et c'est ce qui se fait de plus en plus, comme vous l'aurez sans doute constaté. Est-ce que la mise en ligne, ça correspond aux exigences de l'administration fiscale? Parce que vous savez, quand on met en ligne, a priori on ne sait pas où ça se trouve, il y a toujours un serveur physique derrière. Mais dans quel pays se trouve le serveur? Est-ce que l'administration fiscale belge exige que vous conserviez ces données en Belgique? C'est explicitement prévu? Non. La seule exigence de l'administration fiscale, c'est que vous puissiez lui donner accès rapidement à une comptabilité complète en ligne. Et donc, vous pouvez très bien dématérialiser et conserver votre comptabilité via un prestataire online. Ça ne pose pas de problème vis-à-vis de l'administration fiscale. Il y a une difficulté, par contre, qui pourrait se produire, mais c'est au niveau des données à caractère personnel qui sont contenues dans ces factures. Parce que forcément, vous savez, la législation qui protège les données à caractère personnel ne s'applique qu'aux personnes physiques, mais vous avez forcément des personnes physiques qui figurent dans votre comptabilité. Et vous aurez donc des données à caractère personnel qui vont se trouver quelque part sur Internet, stockées, qui vont faire l'objet d'un traitement par le prestataire auquel vous les confiez. Donc, comme vous le savez, il faut garantir aux personnes qui sont concernées par ces données qu'elles seront traitées dans le respect de la législation belge qui découle d'une directive européenne. Et donc, vous devez vous assurer que votre co-contractant, le prestataire, va respecter aussi cette législation. Et dans votre contrat avec votre prestataire, devront figurer des garanties contractuelles. Donc, c'est un aspect qui est totalement étranger à l'aspect fiscal, mais auquel vous devrez être attentif. Donc, nous en terminons avec les éventuelles sanctions. Nous avons vu tout le long de l'exposé quelles sont les conditions qu'il faut respecter d'un point de vue fiscal, mais pourquoi respecter toutes ces conditions? Parce que la sanction, si elle ne respecte pas ces trois conditions, c'est que vous ne pourrez pas déduire la facture que vous espérez déduire. Et donc, vous ne pourrez pas la déduire au montant principal, ni déduire la TVA. Mais en plus de ça, il y a des sanctions qui peuvent être infligées par l'administration et ça peut aller jusqu'au double du montant en cause. Et donc, vous paierez alors 3 fois le montant en jeu et donc vous serez lourdement sanctionné parce que, évidemment, si ça se pose pour une facture, ça ne se posera pas naturellement pour une facture, ce sera pour toute une série de factures et donc ça sera financièrement très lourd. Donc, voilà pour le risque. Nous avons vu donc c'est assez simple, il n'y a pas tellement de contraintes techniques à respecter. Par contre, les gains d'efficacité peuvent être réels pour votre entreprise. Et nous vous invitons à prendre contact et à en discuter avec votre comptable, votre informaticien, votre conseil juridique pour mettre en place tout le processus de facturation électronique, du début de la relation jusqu'à l'émission de la facture et à l'archivage, en ayant à l'esprit que vous devez vous prémunir contre l'administration fiscale et les contrôles éventuels, vous devez vous garantir vis-à-vis de vos prestataires, que ce soit pour l'archivage, pour la signature électronique, pour un prestataire de portail web sur lequel vous encoderiez vos factures, vous devez veiller à ce que les contrats contiennent toutes les clauses satisfaisantes. Et enfin, vis-à-vis de votre client, qu'il y ait bien un accord entre vous sur le fait de procéder par voie électronique et que tout le processus vous permette de vous assurer qu'il a bien pris connaissance de la facture et qu'il ne peut pas, quelques mois plus tard, contester l'avoir reçue en cas de litige qui ferait suite à un non-paiement de cette facture. Donc, nous sommes à disposition pour répondre à vos questions. S'il n'y a pas de questions dans la salle, je vais vous lire l'une des premières questions qui a été posée sur Internet. Vous parlez de signature électronique qualifiée. Est-ce que cela vous quittance, cette signature?
électronique qualifiée? Non, donc effectivement ça a été explicitement prévu. Dans plusieurs pays européens, le fait de signer une facture vaut habituellement, donc je parle des factures papier, ça vaut habituellement quittance, mais il a bien été prévu que dans le cadre d'une signature électronique qui serait apposée sur un document de facture, ça ne vaut pas quittance. Maintenant, pour éviter toute incompréhension avec vos clients, vous pouvez prendre la précaution de bien le mentionner sur la facture ou alors de faire figurer ça dans vos conditions générales. Monsieur, une question. Vous avez comparé la facture électronique et la facture papier. Je vois cependant deux différences. La facture électronique, lorsqu'elle est adressée, suscite un accusé de réception. La facture papier, on ne sait jamais où elle va. Elle ne vaut que la confiance que l'on a et qui est bien relative dans la poste. Deuxième chose, la facture électronique est assortie d'une signature, alors que la facture papier n'est jamais signée ou très rarement signée. Et il arrive quand même assez fréquemment que des sociétés reçoivent des factures, soit de fantaisie, soit qui s'apparentent à des escroqueries, venant parfois de paradis fiscaux lointains ou de paradis juridiques. Ici, dès lors qu'il y a une signature électronique, il y a donc une sécurité supplémentaire, me semble-t-il, à la facture électronique. Tout à fait. Et c'est exact. Tout à fait. Nous partageons votre On a convaincu quelqu'un du public déjà. Donc tout le monde a les mêmes réticences par rapport à l'électronique en estimant qu'il y a moins de garanties, mais en fait la confiance dans le papier n'est basée que sur l'habitude et pas sur des garanties réelles qu'on peut avoir et les preuves. Je complète par rapport au deuxième élément, la signature électronique par rapport à la facture papier qui n'est pas signée. Et effectivement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le prestataire de service va être amené à démontrer la réalité des prestations qui ont été faites, la valeur de sa facture, en montrant les différentes pièces justificatives, et c'est le contrôle de gestion que j'expliquais tout à l'heure. Une autre question encore arrivée par Internet. Que se passe-t-il si je dois facturer des prestations en France ou au Luxembourg? Donc, on reste donc dans l'Union européenne et la règle est toujours la même que pour les factures papier, donc la règle n'a pas changé. C'est l'état de celui qui émet la facture qui régit les formalités de la facture. Pour l'instant, vous n'allez émettre que des factures belges si vous vous positionnez dans la peau de l'émetteur de la facture, même si vous travaillez pour d'autres pays de l'Union européenne. Si maintenant vous recevez des factures de pays de l'Union européenne, eh bien, il y aura peut-être certaines spécifications techniques qui seront exigées dans ces pays émetteurs, mais de toute façon, tout découle d'une directive européenne et donc pour l'ensemble et pour la majorité des règles, tout a été harmonisé. Vous, en ce qui vous concerne, ce sera uniquement vis-à-vis de l'administration belge que vous devrez pouvoir démontrer que la facture est satisfaisante au point de vue de votre comptabilité et donc toutes les règles qu'on a vues aujourd'hui s'appliqueront. J'en ai encore une à tout le moins. Dans le cadre d'une facture online, le client peut-il simplement conserver le courriel de notification avec le lien vers la facture? Ben non, parce que, je le disais, la facture en ligne, la facture qui serait mise sur un portail web, elle va être conservée pendant un délai raisonnable et puis elle va disparaître. Donc votre lien, il va mener à rien du tout. Donc vous devez bien prendre garde à enregistrer effectivement la facture, que ce soit sur votre disque dur ou sur votre espace cloud. S'il n'y a plus d'autres questions, peut-être. Oui, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons donc clôturer ici. Nous vous remercions de votre attention et nous vous disons à une prochaine fois.